À 81 ans. Assis ici sur mon porche avec la brume du soir du Missouri. Des souvenirs qui me reviennent sans cesse. Je dois vous dire quelque chose qui me ronge l'âme depuis plus de 60 ans. Mon mari m'utilisait 7 fois par jour, tous les jours. Et je pensais que il s'agissait de sa fin pour moi. Mais, Seigneur, aidez-moi. C'était bien plus malsain que je ne l'aurais imaginé. Je m'appelle Destin. Et si vous traversiez Sparrow Creek demain matin, vous me verriez arroser mes roses primées, les mêmes qui m'ont valu la première place à la foire du comté 3 années de suite. Ici, on me connaît comme la veuve discrète qui fait le meilleur beurre de pomme des 3 comtés. La femme qui ne manque jamais la messe du dimanche et qui s'assoit toujours au 3e banc à partir de le côté avant-gauche. Ils voient ma maison propre, mes robes repassées, la façon dont je leur fais signe depuis mon jardin quand ils passent. Ils croient me connaître. Mais cette ville, avec ses cloches qui sonnent toutes les heures, et la douce odeur du chèvrefeuille grimpant sur mes poteaux de clôture. Ils gardent mon secret depuis plus longtemps que certains. Ces gens ont survécu. Le bruit des tondeuses à gazon le samedi matin. Le doux bavardage du restaurant du centre-ville. Même la façon dont la lumière du soir filtre à travers mes rideaux de dentelle. Tout cela me semble un mensonge maintenant. Comme si j'avais vécu dans un costume qui ne me va pas. Parce que sous toute cette normalité, sous cette vie que j'ai construite sur les cendres de ce qui, il s'est passé quelque chose. Il y a une vérité si sombre qu'elle ferait traverser la rue à ces braves chrétiens quand ils me verraient. À venir. Je me suis fait une promesse en me réveillant ce matin, en écoutant ce même oiseau moqueur qui chantait. Depuis 5 printemps, je regarde par ma fenêtre. J'avais promis de dire enfin l'histoire entière, la vraie histoire, pas la version édulcorée que je trimballe comme une pierre dans ma poitrine. Parce que il arrive un moment où se taire ne protège plus personne. Je protège juste le mensonge. Et voilà ce que j'attends de toi. Quiconque écoute la confession de cette vieille femme. J'ai besoin que tu restes avec moi pendant les moments difficiles. Pendant les moments qui vont faire. Tu veux te détourner. Parce que ce n'est plus seulement mon histoire. C'est là. L'histoire de ce qui arrive lorsque le mal prend le visage d'un mari. Lorsqu'une jeune fille de 17 ans est vendue pour payer ses dettes. Et quand le silence devient sa propre prison. Si vous avez le courage de dire la vérité, si vous pouvez supporter d'en entendre parler. La vraie faim qui vivait dans ma maison. Alors prenez une chaise et écoutez attentivement parce que je suis sur le point de vous dire comment j'ai survécu à l'enfer et pourquoi il m'a fallu 64 ans pour comprendre ce qui m'arrivait réellement dans ce lit avec des draps rugueux et l'odeur du vieux bois qui hante encore mes rêves. Il faut comprendre quelque chose à propos de 1942. Dans le Missouri. Les temps étaient plus durs que jamais. Et quand ton père est tuberculeux et ne peut plus travailler au champ. De plus, il n'y a pas beaucoup de choix pour une famille comme la nôtre. Nous avions 17 acres de bonnes terres agricoles. Mais de bonnes terres ne signifie rien quand il n'y a pas de capital d'amorçage et que le banquier vient frapper à la porte tous les 2 semaines avec ses papiers et son regard froid. J'avais 17 ans ce printemps-là. Et je venais d'avoir 17 ans en mars quand les cornouillers ont commencé à pousser. Florissante. Et je pensais savoir à quoi ma vie allait ressembler. J'ai pensé que j'épouserais Tommy Brennan, du bas de la route. Le garçon au sourire en coin qui laissait des fleurs sauvages sur le perron de notre Porsche. J'avais des rêves, vous savez, simples. Rêves de dîner du dimanche et de bébés rampant sur des sols propres et peut-être même d'un petit potager. Derrière une maison blanche aux volets bleus. Mais les rêves ne paient pas les dettes. Et quand papa a commencé à cracher du sang. Quelque chose de féroce. Maman m'a fait asseoir à notre table de cuisine. Cette vieille table en chêne qui vacillait sur un pied et m'a dit. À propos de l'offre d'Abner Finch. Abner possédait alors près de la moitié du comté, et disposait d'argent qui lui revenait 3 ans plus tard. Génération, et à 60 ans, il cherchait sa 3e épouse. Sa 2e. L'une d'elles, Geneviève, était décédée en couche 2 ans auparavant, et les gens disaient qu'il
Je me sentais seule dans cette grande maison sur la colline. Il propose de rembourser la dette de la ferme et de donner à ton père là. Il a besoin de médicaments, dit maman, les mains tremblantes tandis qu'elle versait le café que nous ne pouvions pas nous permettre. Tout ce il veut en retour que tu sois sa femme. Je me souviens de la façon dont le soleil de fin d'après-midi perçait obliquement la fenêtre de la cuisine, faisant paraître tout doré et paisible, tandis que mon monde entier s'écroulait autour de mes oreilles. Le mariage avec Abner Finch signifiait la sécurité, signifiait que papa pourrait vivre, signifiait que mon plus jeune. Mon frère pouvait terminer ses études au lieu de travailler au champ jusqu'au sang. Cela signifiait aussi dire au revoir à tous. J'avais rêvé d'amour. Mais voilà ce que personne ne m'avait dit. Ce que je ne comprendrais pas avant d'être déjà coincé dans cette maison avec ses lourds rideaux et ses pièces qui sentaient toujours le tabac à pipe et autre chose que je ne pouvais pas le nommer. Quelque chose de sucré et d'aigre à la fois, comme des fleurs laissées trop longtemps dans un vase. Personne ne m'avait prévenu. La fin d'Abner n'était pas le genre de désir habituel qui existe entre un homme et sa femme. Personne ne m'avait préparé à la façon dont les yeux me transperçaient, comme si j'étais un fantôme à l'apparence de quelqu'un d'autre. Le mariage était modeste. Juste la famille immédiate et quelques voisins se sont réunis ici même dans notre salon avec le pasteur Williams lisant sa Bible usée. Je portais la robe de mariée de maman, rentrée à la taille et relâchée dans la poitrine. Et je me souviens avoir pensé que la dentelle me grattait le cou, comme s'il essayait de m'étouffer, même à ce moment-là. Abner se tenait à côté de moi, dans son plus beau costume noir, sentant le rhum et quelque chose de médicinal. Et quand il a glissé cette alliance en or à mon doigt, ses mains étaient froides comme un matin de janvier. Ce soir-là, lorsqu'il m'a fait monter l'escalier menant à ce qui était maintenant notre chambre, je me suis crue prête. Maman m'avait parlé. Ce matin-là, tout en paroles bégayées et joues rouges, à propos des devoirs d'une épouse et de la façon dont cela pourrait faire mal au début mais finirait par plus facile. Ce à quoi elle ne m'avait pas préparé, c'était le rituel. La façon dont Abner sortait sa montre de poche et il regardait l'heure comme s'il chronométrait une course hippique. Sa façon de plier ses vêtements sur la chaise près du fenêtre, sans jamais me regarder pendant que je me changeais dans la chemise de nuit qu'il avait posée sur le lit. Une chemise de nuit qui appartenait à Geneviève, sentant encore légèrement son eau de lavande. Ce premier jour, cette fois il m'a appelé dans cette pièce avec son lourd des rideaux bordeaux et le lit qui grinçait comme s'il pleurait. Matin, milieu de matinée, midi, après-midi, soir, nuit, et une fois de plus avant l'aube. Chaque fois le même, méthodique, silencieux, son. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose par-dessus mon épaule, comme s'il voyait quelqu'un qui n'était pas là. Je me suis dit que c'était juste comme ça. Le mariage, c'était que les hommes plus âgés avaient peut-être des besoins différents, et que je m'adapterais. Mais il y avait quelque chose dans son toucher qui me faisait sentir en colère, quelque chose dans la façon dont il me serrait les épaules qui parlait une punition plutôt qu'une passion. Et quand ce serait fini, quand il roulerait loin de moi. Et je commençais immédiatement à m'habiller. Je restais allongée là à écouter l'horloge du grand-père dans le couloir marqué. Tant jusqu'à ce qu'il revienne. Et je me demandais quel genre de faim a besoin d'être nourri 7 fois par jour et ne semble jamais satisfaite. Les autres femmes de la ville, quand je les voyais à l'épicerie ou après la messe, elles me donnaient. Ces regards entendus semblaient partager une blague secrète sur les jeunes mariés et les lunes de miel. Mais ce n'était pas le cas. S'estompait, ne s'adoucissait pas pour devenir quelque chose de normal et de confortable. Au contraire. Le besoin d'Abner semblait devenir plus fort, plus désespéré, comme s'il essayait de combler un vide qui l'empêchait de se développer. C'est là que j'ai commencé à soupçonner que je n'étais peut-être pas sa femme, mais quelque chose d'autre. Tout à fait. Quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom, quelque chose qui me faisait frissonner même quand il ne me touchait pas. Mais je n'avais aucune idée, assis là dans cette grande maison avec ses sols cirés et ses meubles lourds, que ce que j'étais.
Ce qu'il éprouvait n'était pas du tout du désir. C'était de la vengeance, et la personne qu'il était. Ce qui était vraiment punitif n'était même plus vivant. Vivre avec Abner, c'était comme partager une maison avec un orage qui ne se brise jamais vraiment. Toute cette forte pression dans l'air, attendant que la foudre frappe. L'homme que j'ai épousé. Il n'était pas cruel au sens où on pourrait l'imaginer. Il n'a jamais élevé la voix, ni levé la main sur moi avec colère. Il a pourvu. Eh bien, je me suis assuré d'avoir de belles robes pour l'église et assez d'argent pour les courses. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quel couple marié se promenant sur Main Street le dimanche matin. Mais à l'intérieur, dans cette maison, j'apprenais la différence entre un mari et un gardien. Abner avait des habitudes qui régissaient chaque minute de nos journées. Des horaires plus précis que celui du train qui traversait Sparrow Creek à 14h15 chaque après-midi. Il se réveillait à 5h30 précises, s'habillait dans le même ordre chaque jour. Sous-vêtements, maillot de corps, pantalon, chemise, bretelles, et puis il se tournait vers moi avec les yeux du ciel d'hiver et dire « Temps, destin ». Juste ces deux mots, comme si j'étais un rendez-vous sur son agenda. La maison elle-même semblait retenir son souffle. Tout était impeccable, tout à sa place. De lourds rideaux occultant la lumière du soleil, rendant les pièces sombres, même à midi. Je dépoussiérerais la même chose. Je nettoie les meubles en acajou tous les matins. Je cire les mêmes cadres argentés qui abritent des photos de personnes inconnues. Je balaie les sols, qui ne semblaient jamais se salir. Le silence était si épais qu'on pouvait presque le toucher. Seul le tic-tac rompait le silence. Cette horloge de grand-père et les pas mesurés d'Abner, se déplaçant d'une pièce à l'autre comme s'il patrouillait quelque chose. Il vaquait à ses occupations, gérait ses fermes, vérifiait ses locataires, s'occupait des questions d'argent dans son bureau, et j'allais. À propos du mien, qui consistait surtout à attendre. Attendre la prochaine fois qu'il apparaîtrait dans la pièce où je me trouvais et dirait ces deux mots. En attendant les repas que nous mangions en silence pendant qu'il lisait ses journaux agricoles. En attendant. À l'heure du coucher, il soufflait la lampe et se détournait de moi comme si je n'étais pas là. Le plus étrange, c'était sa façon. Il me regardait parfois, même s'il pensait que je ne le regardais pas. Non pas par désir ni même par tendresse, mais avec ce côté calculateur. Expression, comme s'il mesurait quelque chose à mon sujet par rapport à quelque chose dans son esprit, comme si j'échouais à un test que je ne savais même pas que j'en prenais. J'ai commencé à me parler à moi-même juste pour entendre une voix humaine dans cette maison silencieuse. Je fredonnais des hymnes en travaillant, juste pour briser le silence. Parfois, j'apercevais mon reflet dans le couloir. Miroir et reconnais à peine la fille qui me regarde, mince comme un poteau de clôture, les yeux trop grands pour mon visage. J'avais toujours l'air surpris comme un lapin pris au piège dans un champ. Mais ce n'est que lorsque j'ai découvert que c'est à cause d'une planche de plancher détachée dans le placard à l'étage que j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas la première femme à vivre ce genre particulier de vie. De la vie dans la maison d'Abner Finch. C'était un mardi de fin d'octobre quand je l'ai découvert. Ou peut-être était-ce un mercredi. Ma mémoire est floue quant au jour exact, mais je me souviens clairement comme hier que l'érable, devant la fenêtre de notre chambre, avait pris la couleur du sang séché. Et ce fut la première vraie morsure de l'hiver. Dans l'air qui donne envie de s'emmitoufler et de se cacher. Je cherchais une courte pointe supplémentaire, quelque chose pour conjurer le froid qui semblait vivre dans les os de cette maison, peu importe la quantité de bois qu'Abner y avait mis. Cheminée. Le placard à linge à l'étage était l'un des rares endroits de la maison où je n'avais pas l'impression qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Probablement parce qu'il n'était composé que d'étagères pratiques et de tissus pliés. Rien d'extraordinaire ni d'intimidant. Je m'approchais de l'étagère la plus haute, debout sur la pointe des pieds, quand ma main. J'ai heurté quelque chose qui ne ressemblait pas à du tissu. La planche du plancher en dessous était lâche, légèrement déformée. Quand j'appuyais, ça cédait un peu.
Je n'étais pas curieuse de nature. Papa disait toujours, curiosité. Tu as tué plus que des chats. Mais quelque chose dans cette planche mal fixée m'a interpellée, comme un murmure à l'église. Je ne peux pas vraiment l'ignorer. Peut-être était-ce la solitude qui parlait. Ou peut-être était-ce la façon dont cette maison me faisait sentir. Je vivais dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Mais je me suis retrouvée à soulever cette planche avec mes ongles jusqu'à ce qu'elle se soulève. En dessous se trouvait un petit espace, peut-être de la taille d'une boîte à cigares. Et à l'intérieur, l'espace était quelque chose enveloppé dans un tissu bleu délavé qui sentait les vieilles roses et la poussière. Mes mains tremblaient. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais ils tremblaient violemment pendant que je déballais ce qui s'est avéré être un livre relié en cuir. Assez petit pour tenir dans la paume de ma main, avec un fermoir en laiton devenu vert avec le temps. Dès que je l'ai ouvert, j'ai vu. Écriture soignée sur la première page, propriété de Geneviève Finch, 1940, Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai eu peur qu'Abner l'entende en bas, dans son bureau. C'était son journal intime, son journal intime. Le journal intime de ma femme, caché comme un trésor secret. J'aurais dû le ranger. J'aurais dû l'envelopper dans ce. J'ai pris un tissu bleu et j'ai fait semblant de ne jamais l'avoir trouvé. Mais il était là, sur le sol du placard, la lumière automnale filtrant. Par la fenêtre du couloir, j'ai commencé à lire et ce que j'ai trouvé dans ces pages m'a glacé le sang comme l'eau d'un ruisseau. Janvier. Les premières entrées étaient plutôt normales. On parlait de la météo, on mentionnait les fêtes religieuses et on rendait visita. Voisins, le genre de choses du quotidien dont n'importe quelle femme pourrait parler. Mais à mesure que je lisais, feuilletais les pages, remplies du scénario soigné de Geneviève, le ton a commencé à changer. Elle a commencé à écrire sur les besoins particuliers d'Abner. À propos de la façon dont il semblait la punir pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Il me regarde parfois comme si j'étais quelqu'un d'autre, écrit-elle, comme s'il voyait une femme complètement différente, quelqu'un qui lui a fait terriblement du tort. Et la façon dont il utilise la fréquence, ce n'est pas naturel. C'est comme s'il essayait d'effacer quelque chose à travers moi, utilisant mon corps pour régler des comptes dont j'ignore l'existence. Ma bouche s'est asséchée en lisant ces mots, car ils auraient pu être mes propres pensées couchées sur le papier. La même confusion, la même peur lancinante. Que ce qui se passait dans notre chambre n'était pas une question d'amour ou même de désir, mais quelque chose de plus sombre et de plus tordu. Mais c'était la dernière entrée, datée de seulement 3 jours. Avant la mort de Geneviève, cela m'a fait comprendre que j'étais en réel danger. L'écriture était différente ici. Plus tremblante, comme si elle avait eu peur en écrivant. J'ai retrouvé la photo aujourd'hui. Je sais ce qu'il pense que j'ai fait, et je sais qu'il ne me le pardonnera jamais. Je porte son enfant, mais il me regarde comme si j'étais. Je porte celui de quelqu'un d'autre. Que Dieu me vienne en aide. Je crois qu'il veut punir ce bébé pour mes prétendus péchés. Je dois m'enfuir d'ici avant que l'entrée ne s'arrête au milieu de la phrase comme si elle avait été interrompue ou peut-être qu'elle n'arrivait tout simplement pas à trouver les mots pour décrire l'horrible révélation qui lui était venue. Et tandis que j'étais assise dans ce placard avec son journal intime dans mes mains, en entendant les pas d'Abner se déplacer en bas, j'ai compris ce à quoi je faisais face dans mon mariage. Je n'étais pas l'épouse bien-aimée d'Abner Finch. J'étais celle de Geneviève. Remplaçant dans un jeu de vengeance tordu auquel il jouait bien avant que j'entre chez lui. Et si je ne comprenais pas ce qu'il pensait qu'elle lui avait fait, je risquais de mourir aussi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant. Je réfléchissais aux paroles de Geneviève à propos de cette photo qu'elle avait mentionnée et à ce qu'elle pouvait signifier. Chaque fois qu'Abner, la respiration s'installait dans ce rythme profond qui signifiait qu'il était vraiment endormi, je me retrouvais à regarder le plafond. J'essayais de reconstituer le puzzle du genre de femme que mon mari pensait avoir épousé. C'était vers 3 heures du matin. Je le sais parce que j'ai entendu la pendule sonner dans le couloir.
Quand j'ai pris la décision, changerai tout, je me suis glissé hors du lit, silencieux comme une souris d'église, et je suis retourné pieds nus dans ce placard. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il réveillerait les morts. Le journal était toujours là. Là où je l'avais caché sous la planche de plancher. Mais cette fois, je l'ai emporté avec moi dans la cuisine où je pouvais allumer la lampe à huile et lire correctement. Ce que j'ai découvert dans ces pages m'a fait comprendre que Geneviève ne s'était pas contentée d'imaginer des choses. Elle avait vécu le même cauchemar que moi, sauf elle a compris la raison de ce qui s'était passé avant que cela ne la tue. Les écrits de ces derniers mois dressaient le portrait d'une femme, s'effondrant lentement sous le poids de la rage inexplicable de son mari et de la certitude croissante qu'il croyait leur. L'enfant à naître n'était pas le sien. Il compte, écrivit-elle dans une lettre qui fit couler. Les mains tremblent. J'ai réalisé qu'il comptait les jours, calculait la date de conception du bébé, et il était persuadé. C'est arrivé à un moment où il pensait que j'étais infidèle. Mais je n'ai jamais été infidèle. Je ne me suis même jamais regardée. Un autre homme. La seule fois où je me suis absentée, c'était pour aller soigner ma sœur malade à Kansas City. Pendant ces 3 semaines de mai. Et il le sait. Il m'a conduit lui-même à la gare. J'ai dû arrêter de lire et poser. Je me suis pris la tête entre les mains, car l'horreur commençait à prendre tout son sens. Abner n'était pas seulement un homme au physique inhabituel. Il avait un appétit pour sa femme. C'était un homme qui s'était convaincu que sa femme l'avait trahi. Et à chaque fois, il m'a emmené dans cette chambre. Il essayait de défaire ce qu'il croyait qu'elle avait fait. Je payais le prix pour les péchés imaginaires d'une autre femme. Mais c'est l'entrée suivante qui m'a presque fait abandonner complètement le journal. J'ai trouvé où il la garde. La photo qu'il croit prouver ma culpabilité. Elle est dans son bureau, enfermée dans le tiroir du bas de son bureau. C'est une photo de moi discutant avec un homme à la gare de Kansas City. Juste une conversation, rien de plus. Mais d'une manière ou d'une autre, Abner a transformé cela en preuve d'une liaison qui n'a jamais eu lieu. L'homme demandait simplement son chemin. Mais, dans l'esprit d'Abner, ce moment de conversation est devenu la preuve que je porte l'enfant d'un autre homme. L'entrée ne comportait que 2 lignes écrites à la main, si maladroites que je pouvais à peine les déchiffrer. Le bébé arrive tôt. Abner. Il dit que si ça ne lui ressemble pas, il saura avec certitude qui je suis. Que Dieu nous vienne en aide. Geneviève est morte en donnant naissance à un bébé qui, selon les registres municipaux que j'avais vus au palais de justice, ressemblait exactement à Abner Finch. Elle est morte, punie pour une trahison qui n'existait que dans l'imagination maladive de son mari. Et maintenant, je vivais en elle. Lieu, subissant le même châtiment pour le même crime imaginaire. Assis là, dans cette cuisine, avec la lampe à huile, scintillait et projetait des ombres dansantes sur les murs. J'ai finalement compris la véritable horreur de ma situation. Je n'étais pas seulement mariée à un homme aux besoins particuliers. J'étais mariée à un homme il avait déjà tué une femme avec ses délires paranoïaques, et maintenant il me tuait lentement de la même manière. Le pire, c'est cette prise de conscience qui m'a frappée comme un coup physique. Si Abner avait pu se convaincre que Geneviève avait été infidèle en se basant uniquement sur une photo d'elle parlant à un inconnu, qu'est-ce qui l'empêcherait de trouver des preuves similaires contre moi? Quel innocent! Quel moment de mon passé transformerait-il en preuve de trahison? Et que me ferait-il s'il décidait que j'étais tout aussi? Geneviève était-elle coupable comme il s'en était convaincu? J'étais toujours assis là, à me poser ces terribles questions. Dans ma tête quand j'ai entendu des pas dans l'escalier et réalisé qu'Abner avait découvert que je n'étais pas dans notre lit. Les pas. Je me suis arrêtée en bas des escaliers et j'ai senti Abner debout dans l'obscurité, à l'écoute. Tout mon corps s'est mis à trembler. Rigide comme un poteau de clôture et j'ai eu juste assez de temps pour souffler la lampe à huile et pousser le journal de Geneviève sur le devant de ma chemise de nuit avant de l'entendre se diriger vers la cuisine. Le destin. Sa voix transperça l'obscurité comme une lame.
Pas exactement en colère, mais avec ce contrôle froid qui semblait en quelque sorte pire que de crier. « Qu'est-ce que tu fais en bas ? Ici !» J'ai appuyé mon dos contre la chaise de la cuisine, sentant la reliure en cuir du journal s'enfoncer dans mon. Je me suis tendu les côtes et j'ai essayé de parler normalement. Je n'arrivais pas à dormir, mais j'ai réussi à murmurer. J'ai pensé à du lait chaud. Pourrait t'aider. Il apparut dans l'embrasure de la porte comme un fantôme, sa chemise de nuit blanche lui donnant un air pâle et surnaturel. Le clair de lune traversait la fenêtre. Pendant un long moment, il resta là à m'observer. Et je pouvais sentir les yeux du ciel hivernal cataloguant chaque détail. Mes pieds nus, mes mains tremblantes. Je me tenais trop raide et prudent. « Tu as froid », dit-il finalement. Et il y avait quelque chose dans sa voix que je ne pouvais pas vraiment lire, presque comme de l'inquiétude, mais tordue en quelque sorte, comme il s'inquiétait d'endommager quelque chose qui lui appartenait plutôt que de mon confort. Oui, ai-je dit. Parce que c'était vrai. Je tremblais de partout, mais pas seulement à cause du froid. Il s'est rapproché, assez près, que je pouvais sentir le rhum qu'il utilisait sur ses cheveux et quelque chose d'autre en dessous, quelque chose d'aigre et médicamenteux qui semblait coller à sa peau. Lorsqu'il a tendu la main et a touché ma joue du revers de la main, j'ai eu de me mordre la langue pour ne pas broncher. « Tu me fais penser à elle parfois, » dit-il. Si silencieuse que j'ai failli ne pas entendre. Sa façon de bouger, sa façon de tenir la tête. Geneviève possédait cette même délicatesse. Le journal intime lui donnait l'impression. Me brûlait la poitrine. Et je me demandais s'il pouvait d'une manière ou d'une autre sentir sa présence, si la culpabilité était inscrite en moi. Visage en lettres assez grandes pour qu'il puisse les lire, même dans le noir. On disait toujours qu'on se favorisait un peu, je murmurais, ce qui était vrai. On en avait parlé à notre mariage, ses deuxième et troisième épouses ayant eu le même problème. Mince et aux cheveux noirs. Oui, dit-il, et sa main quitta ma joue. À ma gorge, sans serrer, juste en restant là comme un rappel de la facilité avec laquelle il pourrait me blesser s'il le voulait. Mais tu es différente aussi. Plus forte, peut-être. Elle était toujours si fragile. Il pleurait toujours pour quelque chose. Sa façon de le dire, comme si les larmes de Geneviève avaient été une sorte d'affront personnel. Plutôt que la réaction naturelle d'une femme lentement détruite par les délires de son mari, a fait mon estomac. Mais j'ai simplement hoché la tête et essayé de ressembler à l'épouse obéissante qui l'attendait. « Reviens te coucher », dit-il en me prenant la main. Il est taré. Demain va être une longue journée. Je le laissai me ramener à l'étage, le journal caché contre mon corps me semblant plus lourd. À chaque pas, tandis que nous montions ces escaliers grinçants, je me suis retrouvée à contempler les portraits de famille accrochés. Couloir. Des générations d'hommes finches avec leurs visages sévères et leurs yeux pâles, et se demandant combien d'autres femmes avaient parcouru ce même chemin, portant des secrets qui pourraient les détruire s'ils étaient découverts. De retour dans notre chambre, Abner s'est installé dans son lit comme si de rien n'était. Mais je sentais son regard me guider tandis que je grimpais. À côté de lui. Le matelas s'est affaissé sous son poids, et quand il a tendu la main vers moi, me tirant contre lui, j'ai eu de me concentrer sur ma respiration normale et de ne pas penser au journal intime coincé entre nous. Tu sais que je t'aime, ne. Toi, le destin, murmura-t-il contre mes cheveux. Mais il y avait quelque chose de creux dans ces mots, comme s'il récitait des vers. D'une pièce qu'il avait mémorisée mais qu'il n'avait jamais vraiment comprise. Oui, ai-je murmuré en retour, parce que pouvais-je dire d'autre que allongé là dans le noir avec son bras autour de moi et les secrets de jeune vie brûlant contre ma peau, je savais que je continuais à vivre. Un temps emprunté. Tôt ou tard, Abner trouverait un moment d'innocence à transformer en preuve de trahison, tout comme lui. Avec sa seconde femme. Et quand cela arriverait, soit je finirais mort comme Geneviève, soit je devrais trouver un moyen de m'échapper avant que ces délires paranoïaques ne me détruisent aussi. La question qui m'a tenue éveillée jusqu'à l'aube était de savoir si je
Si j'étais assez fort pour me sauver, ou si j'étais déjà trop impliqué dans son jeu tordu pour en sortir vivant. La prochaine. Quelques semaines passèrent comme sur du verre. Chaque pas était prudent, chaque mot mesuré. Sachant qu'un faux pas pouvait tout bouleverser, j'ai caché le journal de Geneviève à différents endroits. La maison, la déplaçant tous les 2 ou 3 jours comme un trésor dangereux qui pourrait exploser s'il était découvert. Parfois, je le rangeais derrière le pot à fleurs, d'autres fois entre les matelas, toujours dans un endroit où Abner ne penserait pas à. Regarde. Mais cacher le journal n'était rien comparé à ce que j'en avais appris. Chaque fois qu'Abner m'appelait pour notre chambre avec ces 2 mots froids, temps, destin, j'ai dû faire semblant de ne pas savoir ce qu'il faisait vraiment. J'ai dû rester allongé là pendant qu'il utilisait mon corps pour punir une femme morte pour des crimes qu'elle avait commis. Je n'ai jamais pris de décision. J'ai dû me mordre la langue quand il murmurait son nom dans le noir, pensant que je dormais. C'était pendant. C'est lors du service du dimanche, peut-être 3 semaines après avoir trouvé le journal, que j'ai remarqué que Madame Clara Whitman me regardait avec ses petits yeux perçants. Clara dirigeait l'auxiliaire de la dame de l'église et avait la langue plus acérée que ses aiguilles à coudre, toujours prête à découper quiconque ne respectait pas ses normes de comportement chrétien. Après le service, elle m'a coincé près de la salle commune, ses cheveux gris tirés en arrière si fort qu'ils semblaient douloureux. Le destin, mon chéri, a-t-elle dit en cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à administrer du poison. Je voulais te demander, tu te sens bien? Tu as l'air en pleine forme ces derniers temps, mince comme un clou. Je forçai un sourire et lissai ma robe, consciente que d'autres. Les femmes se rapprochaient pour écouter. Je m'adaptais simplement à la vie de couple, j'imagine, j'apprenais à tenir la maison pendant un certain temps. Un homme comme Monsieur Finch. Oh, nous connaissons tous les appétits d'Abner, dit Clara, et sa façon de le dire m'a fait froid dans le dos. Sa pauvre première femme, Margaret, se plaignait violemment de ses exigences. Et puis Geneviève, Dieu la bénisse, venait parfois à l'église. On aurait dit qu'elle avait traversé une tempête. Les autres femmes ricanèrent comme si tout cela n'était que des ragots normaux. Mais je sentais la glace se former dans mes veines. Ils savaient. Toute la congrégation savait ce qui se passait. Quel genre d'homme était Abner? Et ils sont restés là, à le regarder détruire 2 femmes devant moi. Bien sûr. Geneviève avait aussi d'autres problèmes, continua Clara en baissant la voix comme si elle partageait des secrets d'État. À la fin, elle agissait de façon vraiment étrange. Paranoïaque, pourrait-on dire. Les affaires d'Abner, posant des questions étranges sur sa première femme, Margaret, allaient même jusqu'à écrire des lettres à la famille de Margaret est de retour dans l'Illinois, cherchant à découvrir les raisons de sa mort. Mon sang s'est transformé en eau glacée. Geneviève. J'avais enquêté sur la mort de Margaret. Et maintenant, j'étais la 3e épouse à marcher sur la même chemin dangereux. Qu'a-t-elle découvert? Murmurai-je, osant à peine demander. Le sourire de Clara était aussi tranchant que du verre brisé. Rien de bon, ma chérie. Rien de bon du tout. Les mots de Clara à propos de Geneviève. L'enquête sur Margaret m'a hantée pendant des jours après ce service dominical. L'idée que la seconde épouse d'Abner ait été creuser la mort de sa première femme a ouvert des possibilités que je ne voulais pas envisager, mais je ne pouvais pas arrêter de penser. À propos de l'un ou l'autre. Et si Margaret n'était pas morte de cause naturelle comme tout le monde le croyait? Et si Geneviève avait? J'ai découvert quelque chose de terrible concernant le sort de son prédécesseur. J'ai commencé à prêter attention à des choses que je n'avais jamais remarquées. Avant. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans l'épicerie. L'air de certaines femmes plus âgées. Avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Le fait que personne n'ait jamais parlé de Margaret Finch, même si elle n'était morte que depuis 8 ans. C'était comme si toute la ville avait accepté d'oublier son existence. Le pire, c'est
Comment cette nouvelle connaissance a empoisonné tout mon quotidien avec Abner. Lorsqu'il s'asseyait en face de moi à petit déjeuner, en beurrant méthodiquement ses toasts et en lisant ses rapports agricoles, je me retrouvais à étudier ses mains et je me demandais ce qu'ils avaient bien pu faire. Quand il vérifiait sa montre à gousset avant de m'appeler à l'étage, je me disais sur la façon dont cette même précision calculée aurait pu être utilisée à des fins plus sombres. Même sa gentillesse commençait. Se sentant sinistre, comme s'il faisait attention à moi comme on ferait attention à quelque chose qu'on prévoit de casser plus tard. Mais c'est lorsque j'ai commencé à explorer la maison plus en profondeur que j'ai trouvé la première preuve réelle que mes craintes. Ce n'était pas seulement de la paranoïa. Au sous-sol, derrière le silo à charbon, là où personne n'aurait pensé à regarder, j'ai découvert un coffre qui avait été poussé contre le mur de fondation en pierre. La serrure était vieille et rouillée, mais le désespoir déterminé. J'avais une force que je ne connaissais pas, et j'ai réussi à l'ouvrir avec un tisonnier depuis la cheminée à l'étage. À l'intérieur se trouvaient des objets ayant appartenu à Margaret. Des vêtements qui sentaient la naphtaline et la vieille lavande, une paire de gants délicats, des bijoux qui semblaient chers, et en dessous, une liasse de lettres attachée avec un ruban délavé. Mes mains étaient. Je tremblais tellement que je pouvais à peine dénouer le ruban. Mais quand j'y suis finalement parvenue et que j'ai commencé à lire, j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. C'étaient des lettres d'amour, mais pas d'Abner. Elles étaient signées par quelqu'un du nom de James, et ils étaient pleins de déclarations passionnées et de promesses pour éloigner Margaret de son mariage malheureux. Les dates sur les lettres montraient qu'elles avaient été écrites au cours des derniers mois de la vie de Margaret. Et en les lisant, je pouvais ressentir le désespoir d'une femme piégée dans une situation impossible, déchirée entre le devoir et un amour qu'elle n'aurait jamais s'attendait à trouver. La dernière lettre était différente des autres. James était suppliant Margaret de partir avec lui immédiatement, disant qu'il avait entendu des rumeurs sur la première femme d'Abner, une femme nommée Sarah, qui était censée être morte d'une fièvre, mais dont James semblait suspecter la mort. Il écrivit comment Margaret devait s'enfuir avant de devenir une nouvelle tragédie mystérieuse dans l'histoire de la famille Finch. Mais Margaret ne. Je suis partie avec James parce que Margaret est décédée 2 jours après que cette dernière lettre ait été écrite, soi-disant d'une insuffisance cardiaque. Son sommeil. À 24 ans, une jeune femme en parfaite santé qui n'avait jamais eu des problèmes cardiaques dans sa vie. Assise dans ce sous-sol humide, ces lettres sur mes genoux, j'ai enfin compris l'ampleur de ce dans quoi je m'étais embarquée. Je n'étais pas seulement la 3e épouse d'Abner. J'étais potentiellement sa 3e victime. L'homme que j'avais épousé pour sauver ma famille de la pauvreté était un tueur qui avait perfectionné son art. Méthode au cours de 2 mariages précédents. Il avait conduit Geneviève au tombeau par la torture psychologique. Il l'avait convaincue que son propre mari pensait qu'elle était adultère et qu'elle portait l'enfant d'un autre homme. Mais Margaret avait été différente. Margaret avait trouvé le véritable amour ailleurs, et cela avait nécessité une relation plus permanente. Solution. Le schéma devenait clair, et cela me terrifiait plus que tout ce que j'avais pu imaginer. Abner ne. Il punissait simplement ses épouses pour des trahisons imaginaires. Il les éliminait lorsque ces trahisons devenaient réelles, ou lorsqu'elles devenaient. Ils étaient trop près de découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à leurs prédécesseurs. Et maintenant, j'étais là, avec des preuves à la main. Qui pourrait le détruire, piégé dans une maison avec un homme qui avait déjà tué au moins 2 fois, et n'hésiterait pas à. Il ferait de moi sa 4e victime s'il découvrait ce que je savais. Vivre avec le poids de ce que j'avais découvert, c'était comme. Je portais un serpent à sonnette dans ma poitrine. Chaque respiration était dangereuse, chaque mouvement calculé pour m'empêcher. Perturbant la chose mortelle enroulée en moi. J'ai remis les lettres de Margaret dans ce coffre au sous-sol, mais je n'ai pas pu. J'ai remis le savoir là où il était venu. Il vivait en moi désormais, teintant chaque interaction avec Abner, chaque repas.
Nous avons partagé en silence. Chaque soir, je m'allongeais à ses côtés, me demandant si ce serait le soir où il déciderait que j'en apprendrais trop. Le plus dur était de faire comme si rien n'avait changé. Quand Abner touchait ma joue de ses doigts pâles, je me suis empêché de reculer, sachant que ses mêmes mains avaient probablement pressé un oreiller sur le visage de Margaret ou glissé quelque chose de mortel dans son thé du soir. Quand il me faisait remarquer à quel point je lui rappelais ses précédentes épouses, je devais sourire et hocher la tête au lieu de crier que je savais exactement pourquoi il choisissait des femmes qui se ressemblaient. Ça a rendu le meurtre plus facile. Quand nous n'étions tous que des versions d'une même chose jetable, mais que garder des secrets aussi grands commençait à s'user. Sur moi d'une manière inattendue, j'ai commencé à perdre du poids que je ne pouvais pas me permettre. Mes vêtements pendaient librement sur un cadre qui. J'étais déjà trop maigre. Mes mains tremblaient, apparaissant au pire moment, comme lorsque je servais Abner. Son café et la tasse cliquetaient contre la soucoupe sans raison que je puisse expliquer. Le sommeil devint quelque chose qui s'est produit par fragments, brisé par des cauchemars, où je courais à travers des couloirs sans fin tandis que des pas me suivaient, se rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce que je me réveille haletante. Le point de rupture est arrivé un jeudi, ou c'était peut-être un vendredi. Les jours commençaient à se confondre dans mon épuisement tandis que je nettoyais chez Abner. Il étudia et trouva le tiroir de son bureau ouvert. Pas le tiroir du bas verrouillé où Geneviève avait dit qu'il gardait sa photo, mais le tiroir du milieu, là où il rangeait habituellement sa correspondance professionnelle, était posé juste là. Au sommet d'une pile de papier bancaire se trouvait une enveloppe adressée au docteur Harrison, en ville. Et quelque chose à propos de la prudence. La façon dont l'écriture d'Abner formait les lettres me serrait l'estomac d'effroi. Je savais que je ne devais pas regarder. Je savais que me faire prendre en train de lire la correspondance privée d'Abner serait la fin de ma vie. Mais l'enveloppe était déjà ouverte, comme s'il attendait d'être découvert. Et avant même de pouvoir me convaincre, j'ai déplié la lettre à l'intérieur. C'était une demande de consultation concernant l'hystérie féminine et les soins médicaux. Traitement disponible pour les épouses présentant des signes d'instabilité mentale. Abner avait rédigé une description détaillée des symptômes qu'il prétendait que je présentais. Comportement paranoïaque, perte de poids, nervosité, tremblement, trouble du sommeil, et il demandait au médecin s'il était possible de me faire interner dans l'état. Pour ma sécurité et celle des autres. La lettre datait de 2 jours, ce qui signifiait qu'Abner avait déjà. Il a décidé que je devenais un problème à résoudre. Il n'allait pas me tuer comme il avait tué Margaret, et il n'allait pas me conduire au tombeau avec une torture psychologique comme il l'avait fait avec Geneviève. Il m'a déclaré fou et enfermé dans un endroit où personne ne croirait ce que je dirais sur lui. C'était brillant. Vraiment dans sa cruauté calculée. Une femme internée pour hystérie pouvait dire tout ce qu'elle voulait à son sujet. Marie et le monde hocheraient simplement la tête tristement et commenteraient la façon dont la maladie mentale pourrait amener les gens à croire le plus. Des choses scandaleuses. Même si j'essayais de parler à quelqu'un des lettres d'amour de Margaret ou du journal de Geneviève, il suffit de voir les délires d'une femme dont l'esprit avait craqué sous la pression du mariage avec un homme plus âgé. Dans son bureau avec cette lettre tremblante dans mes mains, j'ai finalement compris que j'étais complètement seule dans ce cauchemar. La ville ne me croirait jamais, contrairement à Abner Finch, le respecté propriétaire terrien, qui avait déjà souffert de la perte tragique de 2 épouses et qui devait maintenant faire face au chagrin d'une 3e. Sa femme perd la raison. Les dames de l'église qui chuchotaient à propos de ses appétits n'auraient jamais imaginé qu'il était capable de meurtre. Ils seraient juste désolés qu'il ait eu si peu de chance avec les femmes instables. Mais quand j'ai plié cette lettre et l'ai placée, je l'ai soigneusement remis dans le tiroir, exactement comme je l'avais trouvée. Une pensée résonnait dans mon esprit avec une clarté cristalline. Si Abner pensait pouvoir me faire déclarer fou et enfermé, il aurait commis sa première véritable erreur. Parce que, contrairement à ses précédentes épouses,
Je savais maintenant exactement à quel genre de monstre j'étais mariée, et j'avais encore le temps de le faire. Quelque chose à ce sujet. La question était de savoir si j'aurais le courage de riposter, ou si je le laisserais me détruire, comme il a détruit Margaret et Geneviève. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, écoutant la respiration d'Abner et planifiant mon évasion. Avec la concentration désespérée d'une femme qui sait que sa vie dépend de la précision de chaque détail. J'ai eu peut-être une semaine, 2 au moins. Tout au plus, avant que le docteur Harrison ne m'examine et ne signe les papiers dont Abner avait besoin pour me faire interner. Que je disparaisse dans cet asile comme de la fumée. Et personne ne se demanderait jamais ce qui est arrivé à Fate, le pauvre. Une fille instable qui ne supportait pas d'être mariée à un homme si bon et si patient. Mais s'échapper ne signifiait pas seulement fuir. Il s'agissait de m'assurer que je ne puisse jamais être retrouvée et ramenée pour faire face à la punition qu'Abner avait prévue. Pour une femme qui avait découvert ses secrets. J'avais besoin d'argent, ce qui signifiait ouvrir ce tiroir de bureau verrouillé, où je soupçonnais qu'il gardait plus que la photo de Geneviève. J'avais besoin d'un moyen de transport, ce qui serait délicat. Abner contrôlait la voiture et connaissait tous les habitants de la ville susceptibles de prendre une jeune femme en stop. Plus important encore, j'avais besoin des preuves qui me protégeraient s'il essayait de me retrouver. Quelque chose de si accablant qu'il aurait encore plus peur de moi. J'étais plus en colère de l'avoir dénoncé que de l'avoir vu partir. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Samedi matin, Abner a annoncé qu'il irait voir ses métayers, ce qui lui prenait habituellement presque toute la journée, car ses propriétés étaient dispersées sur 3 comtés. Après son départ, j'ai observé fenêtre de la cuisine jusqu'à ce que sa Ford noire disparaisse au détour de la route. Et puis j'ai couru à l'étage pour aller chercher le ciseau de couture dans mon panier à raccommodage. Forcer ce tiroir de bureau verrouillé m'a semblé la chose la plus dangereuse que j'ai jamais vue. Jamais fait. Plus terrifiant que la première fois qu'Abner m'avait appelé dans notre chambre ou la nuit où j'avais trouvé le journal de Geneviève. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir les ciseaux, et le moindre bruit. Je me suis figée et j'ai écouté le grondement de sa voiture qui revenait. Mais le désespoir m'a donné de la force, et après ce qui m'a semblé. Cela faisait des heures, mais ce n'était probablement que quelques minutes. J'entendis la serrure céder avec un léger clic. À l'intérieur se trouvait une collection de des horreurs qui confirmaient tous les terribles soupçons que j'avais sur mon mari. Il y avait la photo de Geneviève. Comme elle l'avait écrit. Une photo parfaitement innocente d'elle discutant avec un inconnu dans une gare, mais avec des notes en colère défilaient sur les bords, écrites de la main d'Abner, la traitant de et de pires choses que je ne dirais pas. Répétez. Il y avait des coupures de journaux sur la mort soudaine de Margaret et sur Sarah avant elle et sur une femme nommée Ruth, qui avait apparemment été sa première épouse, est morte à 19 ans dans ce que le journal a qualifié d'accident tragique. Mais c'était petit journal en cuir caché tout au fond du tiroir qui m'a fait comprendre toute la portée du travail d'Abner. C'était une folie. C'était son journal, et le lire, c'était comme plonger directement dans l'esprit du diable lui-même. Entrer détaillant ses soupçons sur chaque épouse, sa certitude croissante qu'elles étaient toutes infidèles, sa prudence. Plan pour les éliminer lorsque leurs prétendues trahisons deviendront insupportables. L'entrée concernant Margaret était le pire. Une description froide et clinique de la façon dont il l'avait étouffée avec un oreiller. Pendant qu'elle dormait, comment il avait arrangé son corps pour qu'il paraisse paisible, comment il s'était entraîné à avoir l'air accablé de chagrin dans le miroir avant d'appeler le médecin le lendemain matin. Des informations similaires ont été rapportées concernant Ruth et Sarah. Chaque décès déguisé en accident ou en maladie. Chaque meurtre était justifié dans l'esprit tordu d'Abner. Comme juste punition pour des péchés imaginaires. L'article le plus récent me concernait, il y a seulement 3 jours. Le destin est. Elle montrait les mêmes signes de faiblesse morale que les autres. Je l'ai vue traverser des épreuves qui ne la concernaient pas.
Elle pose des questions qu'elle n'a pas le droit de poser. L'asile sera une grâce comparée à ce qu'elle mérite. Préparatif évident pour me trahir, comme tous les autres. Assis là, son journal à la main, j'ai compris que je n'étais pas seulement mariée à un tueur. J'étais mariée à un fou qui voyait la trahison partout où il regardait, Je me suis convaincue que le meurtre de 4 femmes était non seulement justifié, mais nécessaire. Pire encore, j'ai réalisé que cette surveillance minutieuse n'était pas aussi secrète que je le pensais. Il m'observait, cataloguait mes comportements suspects. Il montait un dossier contre moi, comme il l'avait fait avec toutes les autres. Mais contrairement à ses précédentes épouses, j'avais désormais le pouvoir. Des preuves le détruisaient complètement. Son journal contenait des aveux détaillés de 4 meurtres, écrits de sa propre main. Avec des dates, des méthodes et des justifications qui horrifieraient n'importe quel jury du pays. Si seulement je pouvais l'obtenir. Aux autorités compétentes, Abner Finch serait pendu pour ses actes. Le problème était de s'en tirer vivant longtemps. Assez pour que justice soit rendue. Car, lorsque j'ai entendu le grondement lointain de sa Ford remontant la route, j'ai su que le temps était écoulé. Abner rentrait tôt, et j'étais assis dans son bureau, son plus grand secret étalé. Sur son bureau, comme une preuve au tribunal. Le bruit du moteur de cette Ford qui se rapprochait provoqua une terreur absolue. Je sentais l'eau couler dans mes veines comme de l'eau glacée. Il me restait environ 2 minutes avant qu'Abner ne franchisse la porte d'entrée. Et j'étais là, assis dans son bureau, avec son journal de meurtre ouvert dans mes mains et le tiroir de son bureau cassé comme une scène de crime. Chaque instinct me criait de courir, mais j'avais l'impression que mes jambes étaient en plomb et mon esprit tournait si vite que je n'arrivais pas à réfléchir clairement. J'ai glissé son journal dans ma robe, pris la photo de Geneviève et celle de Margaret. Lettre du tiroir et j'ai essayé de faire croire que la serrure cassée n'avait pas été manipulée. Mais mes mains étaient tremblant si violemment que j'ai laissé tomber les ciseaux et ils ont claqué sur le plancher de bois franc juste au moment où j'ai entendu la voix d'Abner. Des pas sur le porche. Je n'avais pas le temps de courir, ni de cacher les preuves de ma découverte. Je pouvais juste lisser mes jupes, essayer de contrôler ma respiration et prier pour pouvoir le convaincre que j'avais été. Il faisait quelque chose d'innocent, comme épousseter les meubles de son bureau. La porte d'entrée s'ouvrit avec son grincement familier, et je l'ai entendu appeler mon nom de cette voix contrôlée qu'il utilisait toujours, celle qui semblait polie, mais qui avait de la glace qui coulait. En dessous. Lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau, portant encore son chapeau et son manteau de sa promenade, j'étais debout près de la fenêtre, faisant semblant d'arroser la plante sur le rebord. Mais dès que j'ai vu son visage, j'ai su que la performance ne trompait personne. Ses yeux de ciel d'hiver se dirigèrent droit vers son bureau, observant le tiroir cassé, des papiers éparpillés. Puis il se fixa sur moi avec une expression qui me glaça le sang. Il ne dit rien. Au début, il n'a rien compris. Il est resté là à m'étudier comme si j'étais un spécimen qu'il essayait d'identifier. Puis, il retira lentement son chapeau et son manteau, les accrochant sur le support près de la porte avec la même précision minutieuse qu'il. Il était tellement calme quand il parlait. C'était plus terrifiant que des cris. Il m'a demandé ce que je faisais dans son bureau. J'ai essayé de lui dire que je venais de faire le ménage, que j'ai accidentellement renversé quelque chose en époussetant, mais ma voix n'était qu'un murmure, et je pouvais sentir la sienne. Le journal brûlait contre mes côtes, là où je l'avais caché. Il s'approcha de son bureau, examina la serrure cassée, puis il s'est retourné vers moi avec une expression qui aurait pu être décevante s'il n'avait pas fait si froid. C'est alors qu'il m'a dit. Moi, il soupçonnait depuis des semaines que je devenais comme les autres, paranoïaque. Méfiant, fouillant dans ses affaires privées et cherchant des preuves d'infidélité qui n'existaient que dans un esprit malade. Il l'a dit tristement, comme s'il était sincèrement désolé de me voir le suivre. Le même chemin que Geneviève, Margaret et tous les autres. Il a même tendu la main pour me toucher la joue, d'une manière qui aurait pu ressembler à
Comme un geste de réconfort si je n'avais pas su de quoi ses mains étaient capables. Mais son expression a changé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas seulement le contrôle du froid. Il montrait habituellement, mais une véritable rage, le genre de fureur qui s'était accumulée derrière sa façade prudente pendant des années, et il a finalement réussi à percer. Il a saisi mes épaules, et son emprise était assez forte pour laisser des ecchymoses, assez forte pour me faire savoir que le moment était venu. C'était fini de faire semblant. Il m'a dit qu'il savait ce que j'avais trouvé, ce que j'avais lu, et que ça n'avait pas d'importance parce que personne ne croirait jamais un mot de ce que je disais. Il m'a décrit en détail comment il allait me faire interner à l'asile. Comment? Les médecins avaient des traitements spéciaux pour les femmes qui souffraient de délire hystérique. Comment j'allais passer le reste de ma courte vie dans une chambre capitonnée, hurlant des accusations qui ne feraient que prouver à quel point j'étais fou. Mais comme il était parlant, décrivant ses plans pour ma destruction avec la même précision méthodique qu'il apportait à tout le reste. J'ai senti quelque chose changer en moi. Peut-être était-ce dû au fait que j'avais son journal collé contre mon cœur. Une preuve physique de toutes les choses horribles qu'il avait faites. Peut-être était-ce en pensant à Margaret, Geneviève et toutes les autres femmes qui ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas riposté. Ou peut-être était-ce simplement parce qu'après des mois de peur, j'avais enfin atteint à un moment où la colère était plus forte que la terreur. Lorsqu'il eut fini de m'expliquer comment ma vie allait finir, je le regardai droit dans ses yeux pâles et je lui ai dit que je savais exactement quel genre de monstre il était. Je lui ai parlé de son journal, les confessions détaillées qu'il avait écrites de sa propre main, sur la façon dont le monde entier allait savoir ce qu'Abner Finch avait infligé à 4 femmes innocentes qui avaient commis l'erreur de lui faire confiance. Son expression quand je lui ai dit ça a été quelque chose. Je n'oublierai jamais. Le choc était total, comme s'il ne pouvait pas croire qu'une de ses victimes avait finalement trouvé le courage de se défendre. Mais le choc ne dura qu'un instant avant de se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Et je savais que quoi qu'il arrive, ce qui se passerait ensuite déterminerait si je vivrais assez longtemps pour voir un autre lever de soleil ou si je deviendrais la 5e entrée dans son journal de meurtre. Ce qui s'est passé ensuite me donne encore des frissons quand j'y repense, même après toutes ces années. Le visage d'Abner a traversé une transformation qui ressemblait à un masque qui tombe et révèle quelque chose d'inhumain en dessous. Mais au lieu de se jetant sur moi comme je m'y attendais, il s'est mis à rire. Un son si froid et vide m'a donné la chair de poule. Sa colère était montée. C'est alors qu'il m'a dit la vérité qui a tout changé dans ma situation. Il a dit que j'avais raison sur le fait qu'il était un tueur, raison sur Margaret, Geneviève et les autres, mais tort sur un point. Un détail crucial qui rendrait mes preuves sans valeur. Il s'approcha de son bureau, en sortit une autre clé. Et j'ai ouvert un compartiment secret dont j'ignorais l'existence. À l'intérieur se trouvait un autre journal. Celui-ci était relié en cuir noir. Et fermé par un fermoir en laiton. Lorsqu'il l'ouvrit, je pus voir des pages et des pages d'écriture, mais ce n'était pas la sienne. Une écriture soignée. C'était celle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont l'écriture était cultivée et précise, à la manière d'Abner. Il n'y était jamais allé. Il m'a dit que le journal que j'avais volé sur son bureau était un faux, caché là pour que je le trouve, comme il avait caché le journal de Geneviève dans cette planche de parquet à l'étage. Tous les détails de ces meurtres présumés. La confession que je pensais le détruire avait été soigneusement écrite pour me convaincre que j'étais marié à un tueur lorsque la vérité était bien plus perverse et dangereuse. Le véritable journal appartenait au docteur Harrison, le même homme qu'Abner avait. On m'a écrit pour me faire interner. Mais le docteur Harrison n'était pas seulement le médecin de ville. Il était le partenaire d'Abner dans une programme qui durait depuis des années, ciblant les jeunes femmes issues de familles pauvres qui ne seraient pas oubliées si elles disparues. L'asile n'était pas un lieu où les épouses gênantes étaient enfermées. C'était un lieu où elles étaient emmenées. Meurent.
Leur décès enregistré comme suicide ou accident, leur corps enterré dans tombes anonymes. Abner n'avait jamais tué personne lui-même. Il était juste le recruteur, le veuf respectable qui a épousé des filles désespérées et les a ensuite poussées à la folie avec des techniques psychologiques. Torture jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être remis au docteur Harrison pour la phase finale de leur destruction. 7 fois par jour, le froid, le sentiment constant d'être observé et jugé. Tout cela était conçu pour briser. J'ai perdu la raison jusqu'à ce que je sois suffisamment instable pour que personne ne remette en question mon engagement. Mais voici la partie qui a failli m'arrêter le cœur. Margaret, Geneviève et tous les autres n'étaient pas morts. Ils étaient encore vivants, enfermés dans une section privée de l'asile que le docteur Harrison dirigeait comme sa propre prison personnelle, drogués pour obéir et oubliés par un monde qui les croyait morts. Je n'étais pas seulement face à ma propre mort. J'étais confronté à la possibilité de passer le reste de ma vie comme un fantôme vivant, piégé par d'autres femmes qui avaient commis l'erreur d'épouser Abner Finch. Cette révélation m'a frappé comme un coup dur, mais elle m'a aussi. Il m'a donné quelque chose que je n'avais pas eu auparavant, l'espoir. Si les autres épouses étaient encore en vie, il y avait une chance de les sauver. Pas seulement moi, mais tous. Et si le docteur Harrison était le véritable monstre de ce partenariat, alors Abner n'était qu'un lâche se cachant derrière la méchanceté d'autrui. C'est alors que j'ai pris la décision qui m'a sauvé la vie et celle de 5 autres. D'autres femmes. Au lieu d'essayer de fuir ou de me battre, j'ai dit à Abner que je voulais faire une accord. J'ai dit que j'irais volontiers à l'asile s'il me laissait écrire une lettre à ma famille expliquant ma décision. Quelque chose qui donnerait à mon engagement une apparence volontaire et le protégerait de tout soupçon. En fait, j'ai écrit un compte rendu détaillé de tout ce que j'ai découvert, y compris l'emplacement de la salle privée du docteur Harrison et les noms de toutes les femmes que je soupçonnais d'y être détenues. Je l'ai scellé dans une enveloppe adressée à mon frère. Mais, au lieu de le donner à Abner pour qu'il l'envoie par la poste, je l'ai glissé à Madame Clara Whitman à l'église le dimanche suivant, en lui disant que elle contenait mon dernier testament et lui demandait de s'assurer qu'il parvienne à ma famille si quelque chose m'arrivait. Elle était peut-être une bavarde et une personne très occupée, mais elle n'était pas stupide et elle pouvait lire entre les lignes assez bien. Comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. 3 jours plus tard, quand Abner a essayé de m'avoir fait interner, Clara avait déjà contacté les autorités de l'État et exigé une enquête sur le docteur. L'asile d'Harrison. Ce qu'ils y ont trouvé était pire que tout ce que j'avais imaginé. Et pas seulement les 5 femmes qui étaient. On pensait qu'elles étaient mortes, mais des dizaines d'autres, venues de tout l'État, étaient mortes. Des femmes dont les familles avaient appris leur décès. De diverses maladies alors qu'ils avaient été kidnappés et emprisonnés. Le docteur Harrison dirigeait pendant plus d'une décennie, et Abner n'était que l'un des nombreux hommes qui l'aidaient à acquérir des victimes. Le procès a les gros titres dans tout le Missouri et au-delà. Abner a été condamné à la prison à vie. Docteur Harrison. J'ai été condamné à la chaise électrique et j'ai retrouvé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé retrouver. Ma liberté et ma vie. Mais, plus important encore, j'ai eu la chance d'aider à reconstruire la vie de femmes qui avaient été considérées comme mortes. À commencer par Margaret et Geneviève, qui sont devenues comme des sœurs pour moi au cours des années qui ont suivi. J'ai appris que la guérison prend temps, que les cauchemars ne disparaissent pas simplement parce que le monstre est enfermé, mais que survivre à quelque chose, ce qui aurait dû te détruire te rend plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. J'ai 81 ans maintenant, et j'ai passé les 60 dernières années de ma vie à prouver qu'une femme peut non seulement survivre au pire des maux, mais aussi prospérer malgré tout. Si vous écoutez ceci et que vous êtes pris au piège de votre propre cauchemar, rappelez-vous que même quand tout semble désespéré, même quand le monde entier semble contre vous, il y a toujours une issue si vous êtes courageux. Il suffit de la chercher. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes fou de voir la vérité. Et ne laissez pas la peur vous envahir.
vous empêcher de riposter quand votre vie en dépend. Mon histoire montre que parfois, ce sont les personnes en qui nous avons le plus confiance qui sont ceux qui peuvent nous faire le plus de mal. Mais cela montre aussi que l'esprit humain est plus fort que tout mal qui tente de nous nuire. Casse-toi. Je suis toujours là. Je me bats toujours. Et j'ai envie de t'entendre. Partagez votre histoire si vous vous sentez appelé à le faire, car chaque voix compte. Et chaque Survivor rend le monde un peu plus sûr pour les femmes qui nous succèdent. Dites-moi, dans quelle ville regardez-vous ça? D'où? J'aimerais savoir jusqu'où mes mots voyagent et quelle vie ils touchent. Et si cette vieille femme, l'histoire vous a ému, abonnez-vous à ma chaîne car j'ai d'autres histoires à raconter et ensemble nous pouvons nous assurer que des femmes comme Margaret et Geneviève et toutes les autres ne sont plus jamais oubliées.